élèves, question du jour aujourd'hui, qu'est-ce que le bonheur? On va le voir à travers le débat qui oppose Antigone à Créon autour justement de cette question. Quel sens faut-il donner à la vie? Qu'est-ce que le bonheur? On va déjà commencer par repréciser un petit peu le contexte de notre extrait. À quoi se résume notre histoire? Finalement, à l'affrontement entre Antigone et Créon. C'est cet affrontement entre ces deux personnages principaux qui est le moteur essentiel de cette tragédie. Ce qui les oppose, ce qui fait débat entre eux, c'est la question des funérailles de Polynice. Antigone veut enterrer son frère et Créon souhaite qu'il pourrisse au pied des murs de la ville de Thèbes. Bon, donc en quelque sorte, le thème du débat qui oppose Créon à Antigone, ce sont les funérailles de Polynice. Chacun va défendre sa thèse à propos de ces funérailles, c'est-à-dire son point de vue. Le point de vue d'Antigone et le point de vue de Créon sont deux points de vue radicalement différents parce qu'ils ne visent pas du tout les mêmes enjeux ni les mêmes objectifs. C'est ce qui fait que leur désaccord est si profond et qu'un compromis est si difficile à trouver. Je m'explique. Créon, il est le roi. Son enjeu, il est politique. Pourquoi est-ce qu'il refuse que Polynice soit enterrée? Parce que Polynice doit servir d'exemple. Polynice, c'est un traître. C'est à cause de lui qu'une guerre civile a éclaté dans Thèbes. Les partisans de Polynice sont encore partout dans la ville et risquent de renverser le pouvoir à tout moment. Donc Créon veut utiliser la mort de Polynice comme un exemple pour montrer que tout celui qui trahira la ville de Thèbes subira le même type de traitement que celui de Polynice. On le traitera comme un chien, c'est-à-dire on laissera pourrir son cadavre aux abords de la ville. Pour Antigone, Polynice, c'est d'abord son frère, et c'est aussi un être humain. Pour Antigone, l'enjeu, il n'est pas politique. L'enjeu, il est moral, il est éthique. Polynice, c'est un être humain, c'est pas un animal. Donc on doit lui rendre les honneurs qu'on rend à un être humain qui meurt. Donc on doit l'enterrer. Peu importe qu'il soit un traître. En plus, ça c'est le point de vue éthique. En plus, cet être humain, c'est son frère. Hors de question pour Antigone de laisser mourir un être humain qui est de sa famille, de son sang. Donc là, il y a une dimension morale qui s'ajoute. Vous avez compris que ces deux personnages-là s'opposent sur le champ des valeurs. Chacun a ses propres valeurs, chacun tient à ses valeurs, et ils ont raison, parce que leurs valeurs, eh bien, elles sont respectables. Créon n'a pas l'air d'attacher beaucoup d'importance aux liens familiaux, certes, mais il accorde beaucoup d'importance à la politique, c'est-à-dire au bien commun. Il passe au-delà de son intérêt personnel, au-delà de son attachement, de ses sentiments personnels, pour quelque chose qu'il considère bien plus important, qui est finalement le bien de la cité. Ça s'entend. Ce qu'Antigone, elle va mettre au-dessus de tout, c'est l'idée qu'il existe une justice absolue, une morale absolue, qui passe au-dessus de la justice des hommes, qui est bien plus importante que la justice des hommes. Et au nom de ça, on doit se sacrifier, on doit laisser tomber sa vie, parce qu'il y a quelque chose de plus important que nous, qui est l'idée qu'on se fait du bien et de la justice. Et ça aussi, c'est respectable. Quand notre extrait démarre, Créon vient d'avoir le dessus sur Antigone. Il lui a dressé un portrait au vitriol des deux frères, il n'y en avait pas un qui valait mieux que l'autre. Et enfin, argument massu, les deux frères se sont tellement bien entretués devant la ville qu'on ne sait même pas quel est le corps qui est devant la porte, si c'est celui de Polynice ou si c'est celui d'Éthéocle. On en a pris un au hasard pour l'enterrer et l'autre pour le laisser pourrir devant la ville. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine de mourir pour une histoire aussi sordide? Antigone hésite. Il semble que Créon a gagné la partie. Malheureusement, il va prononcer quelques mots de trop. Quelques mots de trop à propos de la vie et du bonheur qui vont faire basculer Antigone du côté de la rébellion. Alors, que dit Créon au début de cet extrait? Ne reste pas trop seul, va voir Aimon ce matin, marie-toi vite. Tu as toute ta vie devant toi, notre discussion était bien oiseuse, je t'assure. Tu as ce trésor, toi encore. Marie-toi vite, Antigone, sois heureuse. Bon, dans ses premières répliques, il est clairement en train d'associer trois choses en une seule. Le mariage, marie-toi vite. La vie, tu as toute ta vie devant toi. Sois heureuse, la question du bonheur. La vie, l'amour, le bonheur, considérés comme un ensemble, une seule et même chose.
Bah oui, c'est pas illogique d'associer le mariage, le bonheur et la vie. Ça paraît même complètement normal. Antigone est jeune, elle veut se marier avec Aimon, ils s'aiment, donc c'est la promesse d'une vie heureuse qui va se construire à deux. Pourquoi Créon incite-t-il comme ça Antigone tout à coup à se marier, à être heureuse? C'est bizarre qu'il amène cette question du bonheur là maintenant. Ben, en fait pas tellement, c'est même plutôt assez malin. Qu'est-ce qu'il vient de dire Antigone? Il vient de lui démontrer que son combat ne servait à rien, qu'elle était prête à se sacrifier pour rien. Pourquoi est-ce qu'il amène la question du bonheur? Simplement pour lui dire arrête de t'occuper d'une cause qui ne sert à rien et concentre-toi plutôt sur toi, ta propre vie et la manière dont tu vas la construire pour être heureuse. La stratégie de Créon, c'est d'agiter sous le nez d'Antigone la question du bonheur et l'espoir d'une vie heureuse avec Aimon. Le problème, c'est qu'il va aller trop loin en décrivant ce que c'est que le bonheur. Et ce bonheur qu'il va proposer à Antigone, ce n'est pas du tout la vision d'un bonheur qui peut la satisfaire. Alors, à quoi va ressembler cette vie heureuse selon Créon? On va voir dans les répliques de Créon que lorsqu'il décrit la vie, il va la décrire avec un ensemble de métaphores et de périphrases. La première de ces métaphores est dans sa première réplique. La vie est un trésor. La métaphore est claire et elle est extrêmement positive. Il s'agit de comparer la vie à un trésor, c'est-à-dire à un bien précieux. Ce qui rend la vie si précieuse va être décrit par les métaphores suivantes qui arrivent dans la très longue réplique de Créon. Dans mon repérage, toutes ces métaphores, je vous les ai entourées en violet. Elles se suivent donc dans une énumération et on voit qu'elles sont à chaque fois présentées sous la forme d'une phrase présentative. La vie, c'est une eau que les jeunes gens, etc. La vie, cela deviendra une petite chose, etc. La vie, c'est un livre, c'est un enfant, c'est un outil. Donc, au final, on a 6 métaphores qui nous présentent ce que c'est que la vie. Une eau, une petite chose, un livre, un outil, un enfant, un banc. Et enfin, en guise de conclusion, tout ça se synthétise dans la dernière métaphore. Tout ça, c'est le bonheur. J'ai parlé de métaphores, on peut également parler de périphrases parce que chacune de ces métaphores développe une définition de ce qu'est la vie. Dans la mesure où on est dans l'idée d'une définition, une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts, on peut aussi parler de périphrase. La première de ces métaphores, c'est la métaphore de l'eau. Comparer la vie à l'eau, c'est dire que la vie, c'est quelque chose qu'on a du mal à saisir, quelque chose qu'on ne peut pas tenir, quelque chose qu'on ne peut pas retenir. La métaphore, elle est précisée par une relative, c'est une eau, mais c'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir. Créon est un vieil homme et il se place, quand il est dans cette discussion avec Antigone, du point de vue de celui qui sait, de celui qui a sa vie derrière lui. C'est d'ailleurs pour ça que dans ce passage, il va essentiellement utiliser du présent, ici du présent de vérité générale. Il énonce quelque chose qui, de son point de vue, est toujours vrai. Ce qui est une vérité générale, c'est le comportement des jeunes gens face à la vie, et évidemment, ça englobe Antigone. L'attitude des jeunes gens paraît complètement inconsciente face à la vie. Ils ne savent pas serrer leurs doigts. Donc l'eau, qui est déjà quelque chose de fluide, qui s'écoule rapidement, va s'écouler d'autant plus rapidement. On a donc l'image ici d'une jeunesse qui gâche sa vie sans le savoir, alors même que la vie s'écoule déjà si vite. D'où le conseil que donne Créon à Antigone, à l'impératif « ferme tes mains vite, retiens-la ». Bien, on a compris que la vie, c'est comme une eau qui s'écoule et qui s'écoule vite entre les mains des jeunes gens, mais pourquoi est-ce qu'il est si important de la retenir? De quoi est-ce qu'elle est faite, cette eau? Eh bien, ce sont les métaphores suivantes qui vont en préciser l'idée. L'idée, elle est d'abord un peu vague. Cette eau, elle est appelée à devenir une petite chose dure et simple qu'on grignote assis au soleil. Une petite chose, c'est déjà pas grand-chose. Une chose qu'on grignote. Ah tiens, donc on a la métaphore de quelque chose qui se mange. Enfin, qui se mange. Grignoter, c'est pas vraiment manger, hein. C'est plutôt manger à peine, du bout des dents. Et puis cette petite chose qu'on grignote, elle a pas l'air très appétissante. Une petite chose dure et simple. Simple, c'est pas non plus forcément quelque chose de positif, hein. Ça veut juste dire que c'est quelque chose de pas très élaboré. Ah oui, et puis au passage, vous avez repéré cette métaphore, elle est présentée avec un verbe au futur. Je vous l'ai indiqué en vert. Ça deviendra une petite chose dure et simple qu'on grignote assis au soleil. Alors je ne sais pas quelle image naisse en vous, mais moi, une petite chose dure et simple que je grignote, je sais pas, on voit une espèce de biscotte, un vieux bout de pain, un petit bout de pain.
voire même un petit bout de pain rassis, que je grignoterai au futur donc, quand je serai vieille, assis au soleil. Et ben dis donc, c'est pas une super métaphore de la vie ça. La vie, ça serait donc quelque chose qui au final serait pas très appétissant, un peu dur à manger, pas très agréable, et dont il faudra que je me contente. Donc la vie, c'est comme de l'eau qui s'écoule vite et qu'il ne faut pas gaspiller. Et à la fin, cette eau, elle se transforme en finalement une petite chose, voilà, pas très agréable à manger. Et c'est de ça dont je devrais me contenter quand je serai bien vieille, assise au soleil. Ok. On va continuer l'étude des métaphores que Créon développe pour expliquer à Antigone ce qu'est la vie et ce qu'est le bonheur. On va glisser lentement de la métaphore à quelque chose qui est un peu plus de l'ordre du symbole ou de l'allégorie. La vie, c'est comme une eau. Cette eau, c'est une petite chose. Et cette petite chose, c'est un enfant, c'est un livre. Chaque objet est un peu comme le symbole qui représente la vie, le bonheur. Alors, si vous m'avez bien suivi, dans la logique de Créon, le bonheur, ça tient à une succession de petites choses, de petits riens. Le plaisir de lire un bon livre, la joie de regarder son enfant qui joue, peut-être la joie d'avoir fabriqué quelque chose avec un outil, ou bien l'endroit sur lequel on aime se reposer. Donc pour finir, toute notre vie, tout notre bonheur tient à un ensemble de petites choses, de joies toutes petites et très simples. Et puis en plus, le bonheur, d'après Créon, ça tient surtout à des objets, des choses qu'on a, des choses qu'on possède. C'est sûr que quand on veut être heureux, si on se contente de peu, on rate moins son objectif. Et franchement, un petit thé, un petit moment de détente, un petit rayon de soleil, elle est pas bien là ? Ah mais je ne sais pas si c'est si bien que ça. En tout cas, Antigone n'a pas l'air bien convaincue. Elle murmure le regard perdu, le bonheur, point de suspension. Est-ce à dire qu'elle est en train de réfléchir à cette vision qu'on lui propose? Cette vision du bonheur, eh bien ça la questionne, on le voit à travers les points d'interrogation. Et plus que la question du bonheur, Antigone va s'interroger sur le prix à payer pour ce bonheur-là, le bonheur que Créon lui propose, ce bonheur qui tient à ses petits riens. Ce qu'on voit dans les phrases suivantes, quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour après jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Alors, les questions que pose Antigone dans cet extrait, on a déjà rencontré ça, hein, ce ne sont pas de vraies phrases interrogatives qui posent des questions, ce sont des questions rhétoriques. Elles sont juste là pour interpeller Créon et elles n'appellent pas de réponse. Tout simplement parce que Antigone connaît déjà la réponse et que poser ces questions lui permet simplement d'amorcer son discours. Ou plus exactement, sa vision du bonheur. Alors, que faudra-t-elle qu'elle fasse pour être heureuse? Alors elle ne dit pas pour être heureuse, elle dit pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur. On peut considérer ça comme une périphrase encore sur le bonheur. Alors là, vous devez remarquer que déjà, le bonheur, on ne peut pas l'avoir en entier, hein. On ne peut en avoir qu'un petit lambeau. Un lambeau, c'est un morceau. Souvent, c'est un morceau de tissu, ou un morceau de chair, un morceau de peau. Et là, le texte construit une superbe antithèse entre la violence qu'il faut arracher avec ses dents pour obtenir 3 fois rien, un petit lambeau de bonheur. On voit bien l'opposition entre la violence d'un côté et le bénéfice de la violence qui est 3 fois rien. Et l'antithèse marque bien du coup la disproportion entre le prix à payer pour être heureux et le bénéfice qu'on en tire, le si peu de bonheur qu'on en tire. Et le fait que tout ça soit formulé sous la forme de la question rhétorique, donc une question qui n'est en réalité pas une question, montre bien que Antigone n'est absolument pas d'accord avec ce prix horrible qu'il faut payer pour un bonheur si petit. Alors au début de notre passage, je vous l'ai surligné en vert, elle se pose la question de ce qu'il faudra qu'elle fasse, donc des actions pour arracher son petit bout de bonheur. Et bien dans les phrases suivantes, elle va justement préciser les actions qu'on pourrait faire pour arracher ce petit bout de bonheur. Ces actions, elles sont notées par les verbes à l'infinitif que je vous ai surlignés en vert: mentir, sourire, se vendre, laisser mourir en détournant le regard.
Bon, dans cette énumération, la majorité des verbes qu'on a là à l'infinitif, ils renvoient à une connotation très négative. Même sourire, hein, qui a priori pourrait être quelque chose qu'on pourrait comprendre au sens positif, dans la mesure où toute l'énumération est négative, il ne faut pas se tromper, sourire doit être lui aussi connoté négativement. On va essayer de préciser un peu les choses. Ce qu'il faut comprendre déjà dans un premier temps, c'est que dans la mesure où on est dans un face-à-face entre Créon et Antigone, et où ils sont en désaccord, toutes ces actions-là que Antigone est en train de pointer, ce sont des actions qui renvoient à l'attitude qu'a Créon en tant qu'homme d'État. D'accord ? Donc il faut bien voir que mentir, se vendre, sourire, laisser mourir sont des choses que Créon, lui, doit faire dans son boulot de roi, habituellement. Puisque Créon a proposé à Antigone un bonheur tel qu'il le conçoit, elle lui renvoie l'image du prix qu'il paye et se demande s'il faudra qu'elle paye le même prix que lui. Dans tous ces verbes, il y a quand même toujours l'idée qu'on est en train de trahir les autres. Évidemment, mentir, c'est mentir aux autres, ça c'est clair, je ne développe pas, mais sourire aux autres, il y a l'idée là, l'idée qu'on est dans une énumération qui est toute négative, c'est plutôt le sourire hypocrite. C'est sourire par devant pour mieux trahir par derrière. Se vendre, il faut également comprendre au sens figuré. Se vendre, c'est trahir. C'est non seulement trahir les autres, mais en plus les trahir contre quelque chose, avec une contrepartie. Donc on est vraiment dans une sphère où toutes les actions qui doivent conduire au bonheur sont finalement des actions qui ne se font pas sans qu'on ait fait du mal aux autres. Et c'est le reproche que fait Antigone à Créon. Pour arracher ton petit bout de bonheur, il faut donc que je me conduise comme toi, c'est-à-dire que je fasse énormément de mal aux autres, jusqu'à faire mourir les autres ou les laisser mourir. On voit aussi que dans l'énumération, il y a comme une sorte de gradation. Et quand on voit la réponse de Créon, eh bien on peut bien se douter qu'Antigone a dû dire quelque chose de juste. Créon n'a pas l'air de supporter ce qu'il vient d'entendre et lui ordonne donc de se taire. Mais ce à quoi on assiste maintenant, c'est un renversement de pouvoir. Ce n'est plus Créon qui est en position de force, c'est Antigone, elle ne le lâche pas d'ailleurs, et dans sa position de rebelle, elle est celle qui ordonne « Je ne me tairai pas, je veux savoir, tout de suite, je veux savoir ». Au passage, et pour faire le lien avec la leçon de grammaire sur la phrase complexe, je vous ai souligné ici une proposition interrogative. Que veut-elle savoir? Quelle est la question qu'elle se pose? Comment je m'y prendrai pour vivre? Vous avez donc ici une proposition interrogative. C'est quand même une sacrée question qu'elle pose là, Antigone. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. On a le sentiment d'un personnage qui ne sait pas comment s'y prendre. S'il faut s'y prendre de la façon que Créon lui montre, eh bien on a le sentiment qu'elle se sent complètement inadaptée. C'est un personnage qui se pose quelque part dans un refus de vivre selon des règles ou des valeurs qui ne lui conviennent pas. On a presque le sentiment qu'elle est en train de nous dire que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue s'il faut la vivre comme ça. On a vu tout à l'heure que la question du bonheur, elle est fortement liée à la question de l'amour. Et que c'était d'ailleurs comme ça que Créon amorçait le dialogue avec Antigone en lui conseillant de se marier vite avec Aimon. Créon relance le débat en posant à Antigone la question de savoir si elle aime Aimon. Là encore, la question est purement rhétorique, la réponse est évidemment claire, Antigone aime Aimon. Cette question de Créon, en fait, c'est la réponse à la question d'Antigone. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. La réponse, elle est dans la question de Créon. Tu aimes Aimon? Eh bien, si tu aimes Aimon, sois heureuse, marie-toi avec lui. C'est comme ça que tu t'y prendras pour vivre. Le problème, c'est que là encore, la position de Créon et celle d'Antigone seront irréconciliables, parce que il en va de l'amour comme il en va de la question du bonheur. Antigone ne veut pas d'un petit amour pour toute une vie, elle veut un grand amour, sinon rien. Comme elle ne veut pas d'un petit bonheur, elle veut un grand bonheur, sinon rien. Ou pour le dire autrement, elle veut un bonheur sans compromis et elle veut un amour sans compromis non plus. Si vivre, si aimer, c'est faire des compromis, Antigone ne veut ni vivre ni aimer. Il faut regarder de près les adjectifs qu'Antigone utilise pour décrire Aimon. Parce que ces adjectifs, ils décrivent pas seulement Aimon en définitive, mais aussi une certaine conception de l'amour. Les adjectifs dur, exigeant, fidèle montrent encore une fois un amour qui est sans concession, sans compromis.
Pas question dans cette vision de l'amour, donc cette vision du bonheur, de se mentir à soi-même, d'être dans le compromis, d'être gentil et doux pour faire plaisir, non. Dans notre série d'adjectifs, on a aussi l'adjectif jeune. On a donc l'impression que cette manière d'aimer, cette intransigeance dans le sentiment amoureux, elle est très liée à la jeunesse. Aimer pour Antigone, c'est aimer comme on aime à 20 ans, avec toute la force du sentiment et toute la passion du sentiment amoureux. C'est pas s'installer dans une construction, dans une vie de mariage avec des enfants, construire une maison, etc. C'est pas cette idée-là de l'amour qu'elle se fait. Pour développer cette idée-là, Antigone va articuler une phrase autour d'hypothèses, une série d'hypothèses qui amènent à une conclusion. Vous devez reconnaître quelque chose que vous utilisez en mathématiques, le si alors. Donc dans sa réplique, Antigone va formuler 6 hypothèses. Ces 6 hypothèses, vous les voyez sur le texte, je les ai soulignées en vert et elles sont à chaque fois introduites par la petite conjonction si. L'articulation de la phrase, c'est que ces 6 hypothèses, si elles ont lieu, auront pour conséquence le fait qu'Antigone n'aimera plus Aimon. Alors du coup, quelles sont les conditions qui feraient que Aimon pourrait perdre Antigone ? Bien, dans la première condition, on a « si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure ». Là, ce qu'il faut relever, ce sont les déterminants possessifs « votre vie, votre bonheur ». Ce que ça signifie, c'est que si Aimon vit selon le modèle que propose Créon, alors là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de bonheur possible. Antigone refuse un Aimon qui ressemblerait finalement à son père ou qui prendrait le même chemin que son père. La deuxième condition, c'est si Aimon ne doit plus pâlir quand Antigone pâlit. Le parallélisme de la construction, qui se construit autour de la répétition du verbe pâlir, montre bien que pour que Aimon et Antigone restent liés, il faut qu'ils soient aussi liés par des sentiments communs, des sentiments semblables. Il faut qu'ils fusionnent quelque part dans leurs sentiments. Dans la troisième condition, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, ce qu'il faut relever, évidemment, c'est l'hyperbole. C'est l'inquiétude extrême, excessive de perdre l'autre, qui est la marque de la force de l'amour. S'il n'y a plus ça, eh bien, ça ne vaut plus la peine d'être aimé. La quatrième condition, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, montre encore une fois sur le principe de l'hyperbole l'espèce de fusion nécessaire entre les deux personnages où l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, où l'un se sent exclu s'il n'est pas dans le monde de l'autre. Dans la cinquième condition, s'il doit devenir près de moi le monsieur Aimon, là ce qu'il faut relever c'est l'usage ironique du groupe nominal le monsieur Aimon. Pourquoi c'est ironique ? Il faut se rappeler qu'Antigone est très jeune, à peine 18 ans, Aimon peut-être à peine plus, et que quand il utilise le monsieur Aimon, ça renvoie à l'univers des adultes et ça renvoie finalement à Créon et à tout ce qu'elle déteste chez ces adultes, chez Créon, ces adultes hypocrites qui mentent, qui se vendent et qui laissent mourir en détournant le regard les autres. La dernière hypothèse, finalement, la dernière condition, vient conclure un peu tout ce discours. Finalement, s'il doit apprendre à dire oui, c'est-à-dire finalement si Aimon doit se comporter comme son oncle, alors elle n'aime plus Aimon. Dire oui, pour Antigone, qu'est-ce que c'est ? Dire oui, c'est accepter de faire des choses alors même qu'on n'en a pas envie. Se compromettre, mentir, se trahir. Et souvent, ça nous arrive de le faire simplement pour protéger nos petits intérêts, protéger notre bonheur et pouvoir vivre tranquillement. Bon alors, la vision du bonheur pour Créon, c'est quoi ? Le bonheur, c'est un ensemble de petites choses qui peuvent nous donner de petites satisfactions. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. C'est un bonheur qui n'est pas très exigeant, mais il est très pratique, parce que si on a cette vision-là du bonheur, c'est quand même assez facile à obtenir. Tandis que pour Antigone, le bonheur, il ne réside pas dans des petites choses qu'on pourrait obtenir dans la vie. Le bonheur, c'est d'être fidèle à ses principes et à ses idées. Et le bonheur, ça doit être comme l'amour. Ça doit être quelque chose de grand, de fort, de passionné. Pas une petite chose. Certainement pas cette petite chose rassie qu'on grignote le soir assis au soleil. Un peu de miel et de verdure que nous prodigue la nature.
nature, quelques rayons de miel et de soleil. Le thème qui est aussi abordé dans ce texte, c'est la question du prix à payer pour ce bonheur. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Jusqu'où on est prêt à aller pour sauver sa petite part de bonheur? Est-ce qu'on est prêt à se vendre? Est-ce qu'on est prêt à mentir? Est-ce qu'on est prêt à renoncer à ses principes pour sauver cette petite part de bonheur? Maman, je peux inviter un copain à la maison? Oui, ouais. Pour être... Je peux inviter 2 ou 3 copains? Ouais. Ok. On peut en même temps jouer à la Wii? Ouais. Je peux rester quelques heures devant la PS4? Oui. Bon, ça va. Quelques copains et quelques heures devant la PS4, c'est pas un prix énorme pour rester tranquille et préserver mon petit bonheur. Mais il y a des contextes qui sont quand même beaucoup moins favorables. Rappelez-vous qu'Antigone est écrit entre 1941 et 1942, pendant l'occupation allemande. Quand on vit sous la coupe d'un régime nazi, quel prix faut-il payer pour pouvoir vivre heureux et préserver sa part de bonheur, sans risque d'être inquiété? Dénoncer son voisin? Dénoncer des amis? Sous peine d'être soi-même arrêté ou déporté? Est-ce que je fermerai les yeux sur le mal qu'on fait aux autres? Est-ce que je passerai mon chemin pour ne pas voir le sort qu'on fait aux Juifs? Est-ce que je les aiderai? Est-ce que j'aiderai tous ceux qui luttent, si ça doit mettre en péril ma vie, ma famille, tout ce que j'ai construit, mon petit bonheur? Qu'est-ce qui vaut mieux en fait? Sacrifier son bonheur ou sacrifier son honneur? Sacrifier son bonheur et vivre selon ses principes ou sacrifier ses principes pour préserver sa part de bonheur? C'est une question que j'aimerais pas avoir à me poser en fait. Encore que je pense que c'est une question qu'on se pose en réalité tous les jours. Parce que les occasions de détourner les yeux, de fermer les yeux sur ce qui nous dérange pour rester tranquille, ça nous arrive quand même assez souvent, même encore aujourd'hui. Allez, on va terminer l'étude de ce passage par la dernière réplique d'Antigone. Alors, ce qui est notable dans cette réplique, c'est déjà l'attitude d'Antigone. Si on regarde la ponctuation des phrases, on va trouver des phrases exclamatives. Si on observe les verbes qu'elle utilise, on a « je sais »,« je veux être »,« je refuse ». Donc des verbes qui sont dans leur sens très catégorique. Évidemment, le sujet de ces verbes, c'est le pronom « je », Antigone parle d'elle, et on voit aussi une opposition dans les pronoms qui sont utilisés entre ce « je » et ce « vous », qui ne réfère pas seulement à Créon d'ailleurs. Parce que le « vous » renvoie à la comparaison, on dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Alors je ne suis pas sûre qu'on parle uniquement de Créon, sinon elle aurait dit on dirait un chien qui lèche ce qu'il trouve. J'ai l'impression qu'elle parle plus des adultes en général, de tous ceux qui pensent comme Créon d'une manière générale. Alors, si on résume, elle s'exprime en utilisant des phrases exclamatives, elle revendique le « je », elle se positionne avec des verbes très affirmatifs, je veux, je refuse, je sais. Elle rejette les autres, vous me dégoûtez, votre vie, et ces autres, c'est pas seulement Créon, c'est vraiment l'univers des adultes. J'ai oublié de le mentionner aussi tout à l'heure, mais vous avez la didascalie aussi, elle rit, qui indique bien l'attitude d'Antigone face à Créon. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur à ce moment-là. Au contraire, là on est en train de construire l'image d'une Antigone forte, bien loin de la pauvre petite Antigone qui apparaît au début, et surtout ce qui est intéressant, très forte face à un Créon qui est quand même le roi, qui est censé être le personnage le plus puissant de l'État. Son rire, c'est aussi le signe manifeste qu'elle se fiche éperdument de Créon. Il n'y a qu'à regarder juste avant la manifestation de ce rire, la manière dont elle lui parle. Un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. Donc elle est en train de se moquer de lui aussi physiquement, là. En pointant finalement tous les attributs de sa vieillesse, les rides, la sagesse, le ventre, par opposition à elle, sa jeunesse. Donc finalement, elle s'oppose à lui en tant qu'une force jeune par rapport à quelqu'un qui est vieillissant.
Ce qui est tout de même assez effrayant chez Antigone, dans cette force-là tout à coup qu'elle manifeste, c'est que c'est pas tellement une force de vie, hein, c'est plutôt une force de refus de la vie. Alors elle utilise très bien l'antithèse, mais pas du tout dans le sens ironique. Hein. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, là pour le coup on est vraiment dans le sens propre, il n'y a pas d'ironie à chercher. Si on veut s'en persuader, on n'a qu'à regarder la comparaison qu'elle établit entre ceux qui aiment la vie, qui aiment le bonheur, avec des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Il y a quelque chose pour elle donc de répugnant à vouloir préserver son bonheur. Et on comprend bien parce que la métaphore, elle est suffisamment péjorative pour ça. Alors c'est quoi sa vision de la vie, Antigone? C'est quoi sa vision du bonheur? Elle dit « moi je veux tout, tout de suite ». Ce tout de suite s'oppose à ce que disait Créon précédemment, tu verras, attends plus tard, la vie c'est, ce sera, etc. Alors elle va préciser un peu l'idée en disant je veux être sûre de tout. Alors sûre de quoi? Évidemment sûre d'être heureuse, là, maintenant, tout de suite. Et pour être sûre, il faut que ça ressemble à ce dont elle a envie, à rien d'autre que ce dont elle a envie. Ou du moins que ça soit conforme à l'idée qu'elle se fait de ce qu'est le bonheur. Alors ce qui est très embêtant dans ce passage, c'est qu'elle n'exprime pas clairement sa vision du bonheur. Là encore, elle l'exprime à travers une expression un peu floue, un peu vague. Il faut que ce soit aussi beau que quand j'étais petite. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous faire une confidence. Quand j'étais petite, j'étais assez capricieuse. Je pense qu'en même temps, c'est quand même un trait assez commun à beaucoup des petits-enfants. Qu'est-ce que ça veut dire d'être capricieux? Ça veut dire qu'on veut ce dont on a envie, là, tout de suite, et qu'on veut absolument pas négocier. Et le petit enfant, s'il obtient ce qu'il veut, c'est pourquoi? C'est parce qu'il est absolument déterminé à faire ce qu'il a envie de faire et qu'il refuse d'entendre autre chose que son point de vue. Il ne veut pas entendre ou comprendre les raisons qui feraient qu'il ne pourrait pas avoir ce qu'il considère comme important d'avoir. Eh bien, Antigone, c'est un petit peu pareil. À la différence que la position d'Antigone est extrêmement radicale. C'est ça, ou alors je refuse, qu'il faut bien comprendre par c'est ça, ou alors mourir. Bon, bilan. Attention avec le personnage d'Antigone, jeunes gens. Elle est quand même inquiétante, parce qu'elle est quand même très radicale dans ses opinions, très radicale dans sa manière d'agir. Cette forme de radicalité, elle fout la trouille. Pourquoi elle fait peur? Parce qu'elle est prête à aller jusqu'au bout et à se sacrifier jusqu'à la mort et à ne rien céder pour ses idées. Alors là, évidemment, elle nous semble sympathique parce que sa cause est sympathique. Elle défend son frère. Non, lui n'est pas sympathique, il n'a pas le beau rôle. Lui, c'est le tyran. Donc évidemment, on est plutôt favorable à Antigone. Imaginez seulement l'inverse. Imaginez que la cause d'Antigone, ce soit pas, entre guillemets, une bonne cause. Et vous vous retrouvez quand même à côté de quelqu'un qui est capable d'aller jusqu'au bout et de mourir pour défendre cette cause-là. Oh là là, mais le débat, mais prise de tête, mais qu'est-ce que je dois faire pour être heureux? Est-ce que je dois renier mes principes? Et puis on s'en fiche, et puis j'aurai ce que je veux dans la vie, un petit peu de bonheur? Ou alors, non, je reste ferme sur mes principes, et tant pis, je meurs, c'est pas grave. Bon, moi là, ça dépasse mes compétences, mais en terminale, avec vos profs de philo, vous aurez peut-être une réponse. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire, un peu de miel et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil.